Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Playground FR. Vous en avez l'habitude, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle preview sur la NBA, sur la saison 2021 et on va s'occuper des équipes que je place en deuxième position de leur conférence. Cela veut dire que la NBA revient très bientôt, elle revient ce soir, cette nuit, ça va être impeccable. Bon, comme d'hab, je vous fais le topo des points que je vais aborder durant la preview. Vous le savez, 3 parties. La première, le petit résumé qui va bien sur la saison 2020. Ensuite, on va voir ce que chaque équipe a donné sur le marché des transferts, la draft et s'il y a quelques petits free agents qui ont signé ou pas. Et enfin, je vous donne mon avis sur la saison 2021 avec la petite projection sur l'année à venir. Voilà, vous savez tout. J'en dis pas plus et on commence avec l'équipe de l'Ouest aujourd'hui. La petite transition qui va bien avec le shoot au buzzer ou le gros bloc ou on verra. Et c'est parti. Simmers bringing in 5 seconds to go. Tie game. Seatbelts are fastened. Lou Williams for the win. Bingo! Oh my goodness! Vous l'avez vu et vous l'avez compris, il ne me reste plus que les deux équipes de Los Angeles à faire du côté de la conférence Ouest. Et on va s'occuper aujourd'hui des Clippers. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses à dire pour cette preview des Clippers. Mais on revient sur le petit bilan comme d'habitude. 49 victoires, 23 défaites, deuxième de conférence. Et par contre une demi-finale de conférence en playoff à l'Ouest. Je vais avoir le temps d'en reparler un peu. C'est une bonne saison régulière qui nous ont fait les Clippers. Au début, tout allait bien. Alors on avait un Paul George qui revenait de blessure, qui prenait son temps, on le savait. Kawhi Leonard était là pour faire le travail. Pareil, lui, des petits matchs manqués par-ci par-là, histoire de rester en forme pour les playoffs. Voilà, tranquille, ça joue sa saison régulière, sans trop se presser, sans trop se mettre la pression. Paul George qui revient, pareil, c'est bien, ça repart pour quelques petites blessures, mais ça joue pas. Ça joue tranquille. Le load management, on connaît. Donc, voilà. Les deux stars, elles font le boulot, mais pas plus. À côté d'eux, on a des garçons très intéressants et qui, eux, sont pas des stars, enfin presque, mais font un boulot monstre en sortie de banc. Je veux bien évidemment parler de Lou Williams et Montrezl Harrell. Donc, Montrez qui a été élu 6e homme de l'année. Lou Will, un peu en retrait, quoique, mais qui, lui, a été top 3 du coup, top 4 des votants. Mais en tout cas, il n'aura pas fait la passe de 4 6e hommes, puisque c'est son collègue qui l'a eu. Eux, en sortie de banc, complètement fou. Ça fait des dingueries en sortie de banc. C'était magnifique. On l'attendait, on l'a eu. Et puis voilà, le collectif qui fonctionne pas trop mal, à côté des deux stars, Marcus Morris qui arrive de New York, pour ajouter un peu sa folie, et puis mine de rien, c'est pas un mauvais joueur, donc un peu d'attaque, un peu de défense, ça fait le boulot. Landry Shamet en shooter, Patrick Beverley et sa grosse bouche qui fait le job sur le poste 1 jusqu'à un certain point. Pareil, Maurice Harkless. Non, franchement, sur ce qui est de la saison régulière et pour ce qui est de ce que on a connu avant le mois d'août, même mois d'août, septembre, octobre, tout allait bien du côté des Clippers pendant la saison régulière. Dès le match d'ouverture d'ailleurs, ils mettent une petite pilule aux Lakers. Ils les rebattront. Bon, au final, il y aura eu 2-2, je crois. Mais en tout cas, ça bat les Lakers, ça bat Denver. Non, c'est une équipe solide. C'est une équipe solide qui prend son temps, tranquillement. Jusqu'au moment où on se dit, bon c'est bien, ça fonctionne en saison régulière, on va voir ça en playoff. Et puis là, déjà, on commence à avoir des doutes. Il y a un premier tour qui est un peu bousculé par la team du jeune Luka Doncic. Donc, Dallas a été plus dangereux que prévu, puisqu'au final, les Clippers s'en sortent à 4-2. Bon, alors il y a eu un gros buzzer beater, mais normalement,
Heureusement en tout cas que Kawhi Leonard était là, puisque Playoff P, bon, bonne blague, mais ils ont dû s'employer un peu plus que prévu pour Dallas. On se dit c'est pas grave, ça passe au prochain tour, en demi-finale, et puis on aura notre fameuse bataille de LA en finale de conférence pour savoir qui ira en finale NBA. Et là, en plus, je viens de faire la preview de Denver. Les Clippers mènent 3-1 et on se dit c'est bon, on arrive à cette finale de conférence. Et là, catastrophe, débandade, plus d'envie, ou même pas d'envie, j'en sais rien, des leaders complètement absents, un Doc Rivers incapable de faire quoi que ce soit, et puis Denver remonte le 3-1 tranquille, pas d'ajustement, pas de confiance en eux, pas de playoff P non plus. Kawhi incapable de taper du poing sur la table et dire que maintenant c'est bon, il faut prendre ses responsabilités, montrer qu'on est une équipe forte et y aller. Pareil, en plus à côté de ça, Montrezl qui a dit des choses un peu border sur Luka Doncic, Patrick Beverley, je l'ai dit, qui ouvre trop sa bouche et qui n'est pas assez bon clairement à côté de ce qu'il dit. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, mais là il a déconné. C'est un joueur qui il est pas très grand, il défend fort, c'est un vrai chien de la casse. Mais là, pour le coup, il a eu un vrai comportement de chien de la casse, mais sans le profil NBA, quoi. Juste un bon comportement d'enfoiré. Donc ça a été un peu border. Voilà, donc énorme tremblement de terre sur la planète basket. Et puis, on va arriver tranquillement autour de la draft et de la free agency. Mais voilà, pas de finale de conférence contre les Lakers. Et puis, les dossiers qui commencent à ressortir. Kawhi et Paul George qui vont pas aux entraînements, Kawhi et Paul George qui ont des vestiaires séparés, bon, bref, tout un tas de choses de diva et qui au final, ils font pas la différence, le groupe en fait ne vit pas bien et voilà, on avait quelques petits échos pendant la saison régulière et on voit bien qu'en fait, un groupe qui vit pas bien, il y a forcément un moment où ça coince, même avec tout le talent que tu peux avoir. Donc cet énorme choke et ce gros bordel nous amène forcément à un petit marché des transferts, un petit marché automnal, quoi de mieux pour renforcer une équipe. Pour le coup, les Clippers sont pas trop mal gérés leur intersaison. Il y a eu un peu de bazar, hein, mais ça s'est bien rattrapé. Déjà, Doc Rivers, fin de l'histoire, malheureusement. Il aura passé... Ah, dis donc, je sais même pas quand est-ce qu'il est arrivé aux Clippers. Doc Rivers, ça fait très longtemps. Hein. Il a vécu Lob City, Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin, tout ça. Et puis déjà des chokes à cette époque-là. Donc bon, voilà. Enfin ou pas. Mais en tout cas, Doc Rivers et les Clippers, c'est fini. Et il a été remplacé par Tyronn Lue. Bon, permettez-moi de douter. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Je vous en parle tout de suite après sur ma projection sur la saison 2021. Mais permettez-moi de douter sur l'efficacité de Tyronn Lue au coaching. Bon, du coup l'intersaison. On va commencer par les prolongations. Hein, on se garde des choses croustillantes, quoique il y a quelque chose quand même qui est assez croustillant dans les prolongations. Même pas mal de choses croustillantes en fait. Marcus Morris, hein, on commence par lui qui prend une belle petite blinde. Alors, blinde, quand t'as des collègues qui prennent 200 millions et que toi t'en prends 60 ou 80, bon, tout est relatif. En tout cas, quand on sait qu'il re-signe à plusieurs dizaines de millions, il les vaut sûrement. Je pense que c'est un bon joueur de basket, Marcus Morris, au-delà de son comportement. Il est assez important, en plus il a montré des très belles choses dans ce collectif. Mais quand tu sais qu'après son frère, il signe aux Lakers pour un paquet de cacahuètes et qu'ils ont un compte commun, bon, tu te dis, t'es le front office des Clippers, tu te dis, ben là, ils nous ont eu en fait. Ils partagent le compte et nous, on paye les deux frangins en fait. Donc bon, un peu bizarre déjà ce truc-là. Ensuite, le petit Paul George qui vient dire qu'il veut finir sa carrière à Los Angeles, que c'est sa ville,
tous les trucs qu'on avait déjà entendus à OKC. Et un an après, il était parti. Mais Paul George qui prend en contrat max. Donc ça doit être du 200 millions. Ouais, 200 millions sur 5 ans. Sur 5 ans, ouais, ça doit être ça. Donc voilà. À voir. Hein. Donc pareil, comme Tyronn Lue et son coaching, permettez-moi de douter sur les dires de Chris Paul. Et surtout sur son efficacité. Parce que mine de rien, là il a quoi, 30 ans 28, 30 ans. Donc il est encore dans son prime. Mais dans 5 ans... dans 5 ans, il sera plus forcément dans son prime. Et déjà dans son prime, on voit ce que ça donne en playoff. C'est pas la première fois que ça te choque en plus. Alors attention, pas le payer 40-45 millions et que ce soit en fait une énorme galère. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. J'aime beaucoup Kawhi Leonard et Paul George. Mais là, c'est trop. Là, il va falloir remonter la barre, clairement. Et enfin, le petit Reggie Jackson qui vient signer pour être backup sur les lignes arrière. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des choses assez rigolotes et je rentre direct dans le vif du sujet. Les joueurs qui sont partis. D'abord, Jermichael Green, je l'ai dit aussi dans la preview de Denver. Il est arrivé à Denver en disant « Waouh, qu'est-ce que c'est bien, collectif super où les gars s'aiment tous. » Voilà, donc il est allé dans l'équipe qu'il a éliminé 3-1. Bon, ça après, il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, en disant les mots qu'il a pu dire, c'est plutôt marrant. Et surtout, mais alors, surtout le 6e homme de l'année, le gars qui l'énergizer de cette équipe. Et bien en fait, il est allé dans le vestiaire d'à côté, c'est-à-dire chez les Lakers. Il aurait pu dire non, bon, moi je veux pas continuer l'aventure avec les Clippers et aller dans une autre équipe. Mais non. Là, il a bien fait savoir qu'il voulait emmerder Kawhi et tous ses potes. Et aussi Steve Ballmer, regarde-moi bien, hop, je suis dans l'équipe qui joue en jaune et violet juste en face de chez toi. Bon, bref, voilà, ça c'est marrant. Franchement, ça c'est marrant. Après, pour le coup, ils se sont bien débrouillés, je vous l'ai dit. On a quand même l'arrivée d'Ibaka qui va pouvoir remplacer, et même, franchement, je trouve qu'il fait step up cette équipe comparé à Montrezl, un vrai vétéran, il est bagué. Ce sera un gars qui sera capable de taper du poing sur la table et de dire maintenant c'est fini les conneries, vous m'écoutez là, Paul George, Kawhi, vous m'écoutez, vous arrêtez vos conneries. Donc ça c'est super. Landry Shamet, oh là je me mélange un peu les pinceaux. Landry Shamet qui s'en va aussi, qui fait arriver entre guillemets Luke Kennard puisque c'est un trade, j'en ai déjà parlé aussi dans la preview des Nets puisque Landry Shamet est allé chez les Nets. Donc Luke Kennard qui a montré des choses assez intéressantes chez les Pistons. En fait c'est vraiment on remplace un shooter par un shooter. Est-ce que ce serait mieux avec Luke Kennard? Pourquoi pas? En tout cas c'est pas bête. Voilà, il a montré de très jolies choses. On a aussi, je vais finir avec ceux qui sont partis, Joakim Noah, la retraite, Cocorico, je le dis quand même si j'avoue que Joakim Noah n'est pas spécialement un joueur que je porte dans mon cœur. Voilà, il a fait sa petite demi-pige aux Clippers et puis s'en va. Rodney McGruder aussi s'en va. Et pour les arrivées, on finit encore avec un petit Cocorico, puisque Nicolas Batum, après s'être fait couper par Charlotte, eh bien, il débarque pour apporter son expérience, pour apporter un peu de French touch à cette équipe. Et puis surtout, voilà, c'est un vrai glue guy, que ce soit en sortie de banc ou dans le 5, il va pouvoir jouer tranquillement, il n'a pas besoin du ballon, il va pouvoir défendre, il va pouvoir faire un peu tout sur le terrain. C'est super, ça relance un peu sa carrière, même si il est plus au début. C'est très très cool qu'il puisse atterrir dans une équipe qui joue le titre, parce que clairement, au-delà de toutes les facéties et les gaudrioles que depuis tout à l'heure, les Clippers c'est quand même une équipe assez sérieuse, surtout avec les belles récupérations qu'ils ont fait, comme Ibaka, Kennard et Batum maintenant. C'est très intéressant, il va falloir maintenant gérer ça pour 2021. Et alors là, quelle équipe a plus la pression que les Clippers? Il y en a une qui joue en vert et dans le nord des États-Unis aussi, qui a pas mal la pression. Mais pour les voiliers là, oh là 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 là, quelle galère. Bon déjà, je commence Tyronn Lue. C'est pas un coach que je tiens dans mon cœur. C'est un gars qui a l'air de bien s'entendre avec les joueurs. Bon, si il peut faire des parties de bowling de temps en temps,
pour resserrer les liens et que tout se passe bien dans les vestiaires, qui disent à Kawhi et PG, bon les gars, arrêtez vos conneries, on va pas réitérer ce qu'on a fait, enfin ce que vous avez fait l'année passée, vous allez redescendre un peu d'un étage et vous allez charbonner pour nous mettre tout en haut de la conférence et nous emmener en finale. Voilà, et c'est tout ce qu'il peut faire en fait, Tyronn Lue. Pour moi, c'est pas un super tacticien. Voilà, à part s'entendre bien avec ses joueurs, je vois pas trop ce qui vient apporter de plus. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à venir me le dire si vous pensez l'inverse. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même curieux de voir. J'aurais bien aimé voir un Kenny Atkinson, pourquoi pas. Je sais pas si les stars ont envie d'avoir Atkinson dans leurs pattes. Ou un nouveau coach, pourquoi pas. Là, on l'a vu avec l'exemple d'hier, les Nets, voilà, qui ont récupéré Steve Nash. C'est pas un inconnu, mais c'est un nouveau coach. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles têtes. Et puis pour en venir concrètement dans l'effectif, voilà, maintenant, ils doivent obligatoirement laver l'affront de l'année dernière. C'est fini le repos pour Kawhi et Paul. Maintenant, il faut jouer, quoi, en fait. Arrêtez de jouer un match sur 3 et prenez les rênes de l'équipe. Et voilà, on montre qui sont les leaders pour aller défoncer toute la conférence Ouest. Et dis donc, petite news en live. Je viens de voir que monsieur Adrian Wojnarowski tweet que selon ESPN, Luke Kennard et les Clippers sont en train de se mettre d'accord sur une extension de contrat de 4 ans et 64 millions de dollars. Dis donc, alors c'était pas spécialement prévu, mais du coup je suppose qu'ils veulent lui faire confiance pour l'avenir, hein, puisque c'est un jeune joueur. À voir, c'est un bon shooter, c'est pas excessivement cher, même si lui a pas montré énormément de choses. Voilà, pourquoi pas lui faire confiance. De toute façon, quand tu as des contrats de merde comme celui de Paul George, vas-y, embourbe-toi dans d'autres contrats un peu chauds comme ça. Je suis horrible, vraiment, je suis méchant. Mais bref, pour en revenir à ce que je disais, pas le droit à l'erreur du côté des leaders, donc PG et The Claw. Après, je vais pas vous mentir, je pense que la performance en saison régulière, elle va être intéressante pour voir quelques matchs, comme par exemple le premier match de la saison, hein, les pauvres Clippers qui vont voir AD et LeBron avoir leur bague, leur bannière au plafond. Bon, voilà, il y a mieux pour démarrer la saison, mais après ça, ils vont être tout énervés, je pense. On va avoir un match super, et puis pour les lancer en play-off, ça va être intéressant de les regarder contre les grosses équipes. Mais la seule chose qu'on va regarder, ce sera forcément ce qui se passera en play-off, s'ils passeront le premier tour, le deuxième, la finale de conf, et puis est-ce qu'ils iront en finale NBA. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, ils ont l'effectif pour, je l'ai dit, ils se sont pas trop mal débrouillés lors de ce marché des transferts. La profondeur d'effectif est assez importante, hein, je l'ai déjà dit avec Portland, avec les Nets, je le dirai pour les Lakers également. Mais quand t'as Ibaka qui arrive, Batum, ça fait des bons vétérans. Et je l'ai dit, c'est des gars qui ont de la voix et qui sont capables de hausser le ton si vraiment, là ça commence à cafouiller en playoff. Je pense pas qu'on aura avec Ibaka et des Batum ce qu'on a eu l'année dernière. En tout cas, pas des remontées comme ça, vraiment des chokes sur 3 matchs. Ça me paraît invraisemblable. Mais en tout cas, maintenant, vous savez tout ce que je pense des Clippers pour la saison 2021. Deuxième de conférence, voilà, je pense quand même que les Clippers sont au-dessus, on pourra en reparler. Après à voir, hein, s'ils ont vraiment la dalle, pourquoi pas aller chercher la première place. Mais franchement, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Mais par contre, bon là, avec une place 1-2, ça se verra pas si ça reste comme ça. si je suis vraiment un bon voyant, ça se verra pas avant la finale de conférence. Alors pourquoi pas les voir en finale de conférence ou même avant, hein. Moi je prends n'importe quel tour de playoff avec 7 matchs entre les Clippers et les Lakers. Voilà. Maintenant on change de conférence, on se dirige vers la conférence Est et on va dans une maison verte. Voilà, je vous spoil avant pour une fois. Let's go. All right, here we go. Smart looking for Tatum. Gets it in. Tatum takes it. Makes it.
Bon, c'est vrai que c'était pas le plus bon indice pour trouver de quelle équipe on allait parler, puisque il me restait Boston et Milwaukee et que les deux équipes jouent en vert. Mais bon, c'est pas grave, je pense que là vous avez bien compris, Jason Tatum, ça se passe du côté des Celtics. Voilà, on va direction le Massachusetts et donc Boston pour cette deuxième place de conférence Est. Comme d'hab, petit bilan, 48 victoires, 24 défaites, troisième place de conférence et évidemment le C, ils sont allés en finale de conf face à Miami. Que dire à part une magnifique saison de Boston. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Non, j'arrête mes bêtises. On commence avec le duo JJ, le duo entre Jason Tatum et Jaylen Brown. C'est un duo incroyable. Moi, j'adore ces joueurs. D'un côté, un joueur ultra smooth, hyper bon en attaque, capable de tout faire, de nous régaler avec de magnifiques step back, de magnifiques turnaround fadeaway. Et de l'autre, un bulldozer, un joueur hyper athlétique, un vrai chien de garde, capable d'éteindre par exemple Pascal Siakam en playoff. mais voilà, la complémentarité entre l'offense et la defense, c'est vraiment magnifique du côté de ce duo de jeunes joueurs. En plus, Tatum a été élu All-Star pour sa première fois. Il y avait des petits débats entre lui et Jaylen Brown, mais bon, clairement, quand tu brilles plus en attaque, c'est un avantage. Et puis de toute manière, voilà, c'est lui le vrai visage, le vrai franchise player, c'est lui. Donc il n'y a pas de problème. Moi, ça me va tout aussi bien. Avec ça, l'insertion de Kemba Walker dans l'équipe, ça s'est très bien passé. Ça s'est beaucoup mieux passé que l'insertion de Kyrie Irving. Il a fait une très jolie saison. Il a un peu de choc en playoff, mais on en reparlera. En tout cas, très bien Kemba Walker qui est parfait là aussi dans cette équipe. Le chouchou du TD Garden, à savoir Marcus Smart, qui s'est aussi très bien débrouillé. Comme d'habitude, grosse défense et hustle et athlétique. Voilà, tout ce qui enveloppe le package de Marcus Smart. Bon, pour les points un peu plus négatifs, on a une raquette qui a fait le boulot. Daniel Theis et Enes Kanter, ça a fait le boulot dans la raquette, mais ça a été un peu plus compliqué. C'est un peu là où ça pêchait du côté de Boston. Et puis le cas Gordon Hayward, quand même, qui a du mal à revenir, qui malheureusement, en tout cas pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner aux Hornets, mais qui n'a jamais su retrouver son niveau de Utah du côté de Boston. Du coup, c'est un peu le projet, il est un peu morné quant à Jaylen Brown et Jason Tatum qui explosent comme ça à côté, qui sont plus jeunes et qui se complètent si bien. Forcément, tu sais pas trop où mettre Gordon Hayward, même s'il a joué et qu'il a été pas trop mauvais. Cette fameuse blessure à la cheville, ça aura quand même bien niqué sa carrière, pour utiliser des mots bien vulgaires. Brad Wanamaker aussi. Ah oui, le duo Williams aussi, Grant Williams, Robert Williams. Ça, j'ai bien aimé. On a eu quand même aussi Vincent Poirier, évidemment, Cocorico, je dis ça tout le temps. Bon, il n'a pas joué énormément, il n'a pas eu beaucoup de minutes, mais on l'a vu un tout petit peu. Et un autre joueur qu'on a vu un tout petit peu, Taco Fall, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais en tout cas, voilà, on s'est régalé quand il y avait encore du public. Vous savez, l'ancien temps, de voir le TD Garden crier son nom, c'était incroyable. Voilà, super, très jolie saison de Boston. Donc, avec ça, on arrive sur les playoffs. Et pareil, magnifique playoff. Si vous me permettez le jeu de mots, Boston a été un peu vert, donc un peu jeune, face à cette équipe de Miami en finale de conférence. Mais sinon, avant ça, ça sweep complètement Philadelphie. Alors, il n'y a pas Ben Simmons, mais ça sweep quand même Philadelphie, alors que Joel Embiid a pas mal écrasé, je crois, la raquette des Sixers, des Celtics.
Puis la série face aux champions, une série dingue qui finit en 7. J'en ai déjà parlé dans la preview consacrée à Toronto. Boston gérait bien à chaque fois et puis les vieux, on va dire, des Raptors arrivaient à revenir, à recoller au score. Mais bon, ils ont quand même eu le dernier mot. Et puis, le contre, je suis obligé de parler de ça. Voilà, la série contre Miami a été assez compliquée. Remporté 4-2 quand même par le Heat. Et l'énorme contre hyper clutch de Bam Adebayo sur Jason Tatum, qui était très déterminé à aller remporter la victoire pour son équipe. Malheureusement, ça se finit en finale de conf. C'est très bien, c'est très bien. Cette équipe, elle est en formation encore. C'est l'année 1 de Kemba Walker à Boston. Et donc, on peut vraiment dire qu'ils ont fait un très beau travail. Et aussi, bien sûr, que tout ça ne serait rien sans le coach, Monsieur Brad Stevens. Très beau travail de Monsieur Brad Stevens. Après ce joli périple, cette jolie saison, on s'attendait à ce qu'il y ait du mouvement pendant la draft et la free agency. Il y en a eu, mais pas vraiment comme on s'y attendait en fait. Je reviens tout de suite dessus. On commence par quoi ? Par les 4 picks de draft qui ont été sélectionnés par Boston. Ça, c'est pas normal déjà. Quand ton équipe elle va chercher un titre, elle veut aller chercher un titre, elle va en finale de conférence, tu sélectionnes pas autant de jeunes joueurs. Tu n'as pas envie. Normalement, tu utilises tes picks pour aller chercher d'autres stars, des petits compléments qui te manquent. Un gros intérieur, par exemple, qui arrivera par la suite. Mais très bizarre, cette intersaison pour Boston. On va commencer du coup avec la draft. Alors, c'est des joueurs qui ont du potentiel, qui ont été draftés. Aaron Nesmith et Peyton Pritchard. Alors, je me souviens plus bien. Je crois qu'Aaron Nesmith est un super shooter et Peyton Pritchard, au contraire, plutôt un slasher. Donc, c'est très bien, même si est-ce qu'ils avaient vraiment besoin sur le backcourt / poste 3 d'avoir ce genre de joueur. Un shooter, ça fait toujours du bien. Mais quand tu as Jeff Teague qui arrive sur les lignes arrière, voilà, lui, il est là pour faire le taf en sortie de banc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'empiler encore des jeunes joueurs alors que tes envies, elles sont ailleurs et elles sont sur le trophée Larry O'Brien. Donc c'est un peu bizarre. Et puis il y a un dernier gars qui est drafté mais qui est resté à Tel Aviv, Yam Madar. Alors je connais pas du tout, je peux pas vous dire qui c'est, tout simplement. Pour les arrivées, on a aussi Tristan Thompson, qui vient de Cleveland. Voilà, un pivot expérimenté, encore assez jeune quand même, puisque si je dis pas de bêtises, il a moins de 30 ans, mais qui est capable de défendre, qui est capable de prendre du rebond, qui va faire le charbon. C'est très bien, je pense, du côté de Boston. L'arrivée de Tristan Thompson, ça peut tout changer pour les playoffs. Et puis, côté départ, c'est encore une fois ici que c'est un peu chelou. On pensait que Gordon Hayward allait prendre sa grosse extension, sa dernière année, sa player option. Et en fait, non. Il la prend pas. Et puis, bon, j'ai déjà fait la preview sur les Hornets. Il y a de ça un petit moment, mais je l'ai fait. Et en fait, il va pas prendre sa player option et il va signer un contrat à la même hauteur, mais sur 4 ans ou 5 ans, je sais plus, chez un contender. Non, c'est pas vrai. Un contender de pick de draft pour la draft 2021. On a aussi Enes Kanter qui s'en va, Brad Wanamaker et Cocorico Vincent Poirier. Et puis pour tout ce qui est prolongation de contrat, Jason Tatum qui prend son extension max, il l'a bien mérité, il a été incroyable cette saison, j'en ai déjà un peu parlé. Semi Ojeleye, Taco Fall, ça, yes, c'est super, je veux voir des bol et des Taco Fall s'affronter en match NBA. Voilà, j'adore les expérimentations. Bon, en tout cas, c'est un two-way contract, donc on verra ce que ça donnera, mais il a été re-signé néanmoins. Voilà, donc quelques petits ajustements avec l'arrivée de Jeff Teague et Tristan Thompson. Des jeunes qui arrivent encore, alors que je pense que ce qui aurait été plus intéressant, c'est d'échanger ces drafts de pick pour aller chercher, pourquoi pas, encore un joueur sur le poste 4, sur le poste 3, 4, allez, pour renforcer un peu ça. Mais bon,
priori, Danny Ainge est sûr de ce qu'il fait. D'habitude, il fait les bons choix. Est-ce qu'il fait toujours les bons choix ? Ce sera à voir. Ce sera à juger durant la saison 2021. Et qu'est-ce que je pense du coup de cette saison 2021 ? Eh bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Boston. Je sais, je dis ça pour chaque franchise, mais je ressors ce bon vieux terme, j'ai hâte. En vrai, il n'y a pas eu tellement de changements. Les choix, comme je l'ai déjà dit, de quand même ramener des jeunes, mais d'avoir un Jeff Teague qui vient renforcer le backcourt et un Thompson qui vient vraiment faire la différence dans la raquette. Alors à voir si il sera pivot titulaire ou pas. En tout cas au début. Peut-être qu'en playoff il n'y aura pas de questions et que ce sera Thompson qui sera titulaire. Mais durant la saison, on va avoir le temps de voir. Brad Stevens aux commandes, je lui fais entièrement confiance. À mon avis, il n'y aura pas de souci. Il va vraiment pouvoir s'adapter avec les joueurs qu'il a. Mais est-ce que le step-up de Jaylen Brown et surtout de Jason Tatum qui a clairement pris la franchise sur son dos, maintenant c'est parti. Est-ce que ça va vraiment suffire à aller concurrencer les Bucks de Giannis, les Nets, les Sixers, le Heat ? Je me pose quand même des questions. Parce que c'est un peu un pari sur le développement du duo JJ. Moi, je leur fais entièrement confiance à ces deux-là. Mais voir si la marche ne va pas être trop grande pour pouvoir atteindre les finales ou même re-atteindre, alors je parlais de finale NBA, mais même re-atteindre les finales de conférence. Attention, c'est plus de la même chose. Là, on va pas être chez Mickey, ça va pas être tout beau, tout propre. Mais je mets quand même Boston en 2 parce qu'ils ont des vraies certitudes. Enfin, ils ont un groupe pas très profond, mais là, ils ont des joueurs très forts sur leurs 5 majeurs. Le trio quatuor, même quintet, si c'est le bon terme, Kemba, Smart, Brown, Tatum, et à côté Tristan Thompson, ça commence à faire très fort. Et puis après, les petits Jeff Teague, les petits Aaron Nesmith pour aller shooter, Grant Williams et Robert Williams, Taco Fall et Daniel Theis évidemment. Pourquoi pas voir en plus une raquette Daniel Theis, Tristan Thompson, ça peut jouer avec des grands, que des grands sur le terrain à part Kemba Walker qui distribue les ballons. Voilà. C'est vrai que l'année 2 aussi de Kemba Walker va être très intéressante. Voir si lui aussi quand même, je sais plus si je l'ai dit tiens, pour les playoffs, mais c'est vrai qu'il a un peu déçu, il a été un peu en dessous durant ces playoffs. Donc il faut qu'il confirme son année 2. La saison régulière, ça s'est pas trop mal passé. Mais en playoff, il va falloir qu'il step up. On le sait, c'est un joueur capable d'être hyper clutch. Alors quant à Jason Tatum et Kemba Walker, qui sont deux joueurs capables d'être super clutch, tu peux être très dangereux dans les matchs serrés. Donc ça peut être tout bénef pour Boston. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Ça a été assez intéressant, mais quand même plutôt calme. Voilà, on est entre deux eaux du côté de Boston. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en même temps, j'ai pas grand chose à dire puisqu'ils sont plutôt dans la continuité de leur saison 2020. Voilà, vous savez tout ce que je pense de Boston pour la saison 2021. En tout cas, j'espère que cette preview, comme les autres, vous aura plu. Si vous avez tout compris, la dernière sortira ce soir, si vous êtes sage. Non, ce serait trop dommage d'avoir fait tout ce travail pour pas sortir les premières équipes. En tout cas, maintenant vous l'avez vu, la prochaine sera consacrée aux Lakers dans la conférence Ouest et à Milwaukee dans la conférence Est. Voilà, je peux le dire puisque c'est obvious maintenant qu'il ne reste que 2 équipes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, venez me retrouver sur Instagram si vous avez des choses à me dire, si vous voulez voir mes classements, si vous voulez voir ce que je rajoute aussi, parce qu'il y a des petits détails des fois que j'oublie dans le podcast, comme ça dans le feu de l'action, j'oublie de parler de choses, je rajoute sur Instagram. N'hésitez pas à partager le podcast si celui-ci vous plaît, à mettre des étoiles, des pouces, dire que ça vous plaît pour monter dans le référencement. Et voilà, je vais vous laisser là. Je vous dis à tout à l'heure pour la dernière preview avant le retour de la NBA de la saison 2021. Let's go, je vous fais des bisous. C'était Lenny, salut!